Madame, monsieur, en route donc pour un voyage très enrichissant. Ce matin, en effet, parlons bien, parlons cash. C'est le pouvoir d'achat qui est à l'honneur. Alors, quel est le niveau de vie de nos voisins? Quel est leur budget moyen? Pour quelles dépenses en particulier? C'est ce que nous allons voir avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a bien sûr été enregistrée. Et pour faire les comptes, nous avons fait appel aujourd'hui à nos experts. Nicolas Bertrand qui nous attend en Inde, Sandrine Mercier qui s'est rendue en Espagne, Justine Jankowski qui nous donne rendez-vous à Hong Kong et enfin Sylvain Le Petit, notre correspondant dans les pays du Golfe Persique. Alors, pour la première étape, nous partons donc en Inde où la grande tendance est d'acheter frénétiquement, même sans argent. Bonjour Nicolas. Les sociétés de crédit se sont en effet démultipliées dans le pays et cette pratique est devenue, on peut le dire, monnaie courante. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? L'économie du pays doit être sérieusement impactée, non? Oui, absolument. Cela pose de très sérieux problèmes ici en Inde. Alors, en France aussi, on achète à crédit. Quand vous achetez un appartement ou une voiture, bien sûr, ce sont des sommes considérables. Mais ici en Inde, des sommes aussi minimes que 6 ou 7 euros peuvent être empruntées. Par exemple, si vous achetez, disons, un sèche-cheveux ou même un grille-pain, eh bien, vous pouvez demander à le payer à crédit. C'est d'ailleurs extrêmement courant et les vendeurs vont vous pousser à prendre ces crédits car eux, ils touchent des commissions. Ce sont les consommateurs qui vont payer les frais. C'est un véritable business. Cela fonctionne. Les Indiens multiplient les emprunts, parfois des dizaines. Et cela permet aussi de maintenir, vous disiez, la croissance du pays à un taux élevé, mais une croissance artificielle. Il faut consommer, alimenter les usines et les ateliers du pays. Et c'est bien sûr un piège. Alors, nous sommes allés à la rencontre de ces consommateurs qui vivent à crédit. Regardez ce reportage, il est signé Marie Fortunato, Antoine Morel avec Navodita Kumari. Ce frigo, je l'ai acheté à crédit. Pour équiper son appartement, il n'a pas hésité. Cette machine à laver aussi. Mukesh Kumar a contracté 5 prêts. La clim, la télévision et même mon téléphone à crédit. Si je n'avais pas pu souscrire ces crédits, je n'aurais pas pu acheter ces produits. Je n'aurais pas eu assez d'argent ou alors j'aurais dû emprunter à mes amis, ma famille. Avec ces prêts, c'est vraiment plus facile. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux l'acheter tout de suite. Mukesh Kumar gagne 315 euros par mois. Près de la moitié de son salaire est consacré au remboursement de ses emprunts. Une somme colossale. Il faut dire que les intérêts sont exorbitants, jusqu'à 20% du prix du produit. Mais cela importe peu à ce vendeur de scooters de 24 ans. Posséder tous ces appareils, c'est améliorer la qualité de vie de sa famille. Quand mon bébé est né, il faisait trop chaud. Donc j'ai acheté ce climatiseur pour que ce soit plus supportable. Maintenant, j'ai la télé aussi. Ma fille peut regarder des dessins animés. Consommer à tout prix, voilà ce qui guide désormais la classe moyenne indienne. En 15 ans, la dette de la population qui vit en ville a été multipliée par 7. Les sociétés de crédit encouragent bien sûr le phénomène. Leur publicité vante le bonheur d'acheter. Et leurs vendeurs, comme ce responsable d'une petite boutique de New Delhi, ne manquent pas d'arguments. Si l'acheteur n'a pas d'argent sur le moment, on lui propose de repousser la première échéance. Pour souscrire au crédit, il aura alors juste besoin de sa carte bleue et d'un ou deux documents. C'est le client qui fixe la durée du prêt, de quelques mois à plusieurs années. En tout, la procédure ne prend qu'un quart d'heure. On me demande de convaincre le plus de clients possible. Ceux qui veulent payer en une fois, je dois les convaincre de prendre un crédit. Grâce à cette méthode, le vendeur atteint son objectif, 40 souscriptions par mois. Selon cet économiste, ces emprunts permettent de stimuler l'économie du pays, dont la croissance a ralenti ces derniers mois. S'il n'y a pas de consommateurs prêts à acheter, alors à quoi ça sert de produire? C'est pour ça qu'il existe cette pression pour consommer, car il y a aussi cette pression pour produire et pour vendre. Ça va ensemble et ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne seulement si le consommateur peut rembourser son crédit. C'est bien là tout le problème. Certains Indiens cumulent les emprunts et sont incapables de les rembourser. C'est ce que nous confirment ces passants, rencontrés sur un marché de New Delhi.
Si je n'arrive pas à rembourser mes mensualités, je vais devoir payer une amende. Ensuite, je serai interdit bancaire. Je ne pourrai plus avoir de prêt. Les sociétés de crédit devraient être plus contrôlées pour vérifier que leurs clients peuvent rembourser leurs prêts. Cette régulation des agences de crédit est primordiale. La dette des Indiens a augmenté de près de 24% en un an seulement. Et comment ça se passe, Nicolas, alors, quand le consommateur ne peut plus rembourser? Ça doit arriver de temps en temps, non? Absolument, vous l'imaginez, à force d'empiler les crédits, à un moment donné, ça coince et beaucoup d'Indiens se retrouvent, vous le disiez, dans l'impossibilité de rembourser. Alors il y a des sociétés de recouvrement qui ont vu le jour par dizaines ici, avec des agents qui sont chargés de récupérer l'argent. Au début, c'était simplement un coup de fil et puis un deuxième coup de fil. Ensuite, ils vont passer aux menaces. Ils vont même appeler vos proches, vos familles, vos amis pour mettre la pression. Et puis, finalement, ils peuvent aussi venir chez vous, tout simplement pour récupérer l'objet acheté à crédit. Et comme vous l'imaginez, ça se passe en général plutôt mal, à tel point que ce surendettement provoque parfois des drames. Il n'y a pas longtemps ici à New Delhi, un jeune homme de 35 ans a mis fin à ses jours car il ne pouvait plus rembourser tous ses crédits. Il y a vraiment quelque chose de pervers dans cette forme de consommation ici en Inde. C'est un cercle vicieux et les choses ne font souvent qu'empirer malheureusement. Et au départ, ces pratiques de crédit ne sont pas encadrées? En fait, ces sociétés font un petit peu ce qu'elles veulent. Il y a une loi qui encadre tout cela, mais elle date de 2005 et en 14 ans, les choses ont bien sûr bougé, changé et on peut aujourd'hui obtenir un crédit d'une manière très très simple. Il suffit parfois simplement d'activer une option sur votre carte bancaire et puis dans tous les magasins d'électroménager ici autour de nous, vous avez des publicités qui vendent ces crédits soi-disant à 0%, mais attention, ce sont des publicités totalement mensongères. Ces crédits ne sont pas gratuits, bien au contraire. En Inde, tenez-vous bien, les taux d'intérêt tournent autour de 20%, ce qui est absolument énorme. Ouais, pratique, système très très étonnant. Merci beaucoup en tous les cas. Merci Nicolas et à bientôt évidemment. Allez, on part maintenant faire nos emplettes, nos courses en Espagne, direction la ville de Barcelone qui a mis en place une monnaie unique en son genre. Bonjour Sandrine. Dites donc, il est bien loin le temps des pesetas. Bonjour Laurent, effectivement on peut dire adios aux pesetas, voire même à l'euro, puisque Barcelone lance le REC. Le REC, ça veut dire Revenu économique citoyen, c'est la monnaie locale de Barcelone, ou plutôt c'est la monnaie sociale, car l'objectif de la mairie est d'aider les habitants des quartiers populaires, mais aussi les petits commerces de proximité. Ici en moyenne, le salaire des Espagnols est inférieur de 20 à 30% à celui des Français. Alors c'est vrai aussi que les transports ici ou l'alimentation coûte beaucoup moins cher, mais ça reste un pouvoir d'achat assez faible qui a baissé en plus, particulièrement ici en Catalogne, moins 6%. D'où cette alternative avec la monnaie locale, le tout évidemment sans farfouiller dans son porte-monnaie, ne pas la peine de chercher ses pièces car tout est virtuel et se passe avec le téléphone. J'ai fait les comptes pour vous avec Élise Derbaumet et Johan Prodhomme. Loin de la carte postale et des avenues touristiques, le visage d'une autre Barcelone où les fins de mois sont difficiles. Marta Valesca vit dans ce quartier défavorisé. Mère célibataire au chômage, elle a pris l'habitude de faire ses courses dans cette épicerie car elle peut y payer en REC. Bonjour. J'ai acheté des bananes et des poivrons. C'est pour ma fille. Vous payez en REC? Oui. La REC, ou ressources économiques citoyennes, c'est la monnaie sociale de la ville de Barcelone. Tout passe par le téléphone. J'ouvre l'application, entre mon mot de passe et je paie avec ce code barre qui est scanné par le vendeur. Chaque mois, Marta reçoit une aide financière de la mairie, l'équivalent de 160 € à dépenser en REC. Grâce à cette monnaie, j'arrive à boucler les fins de mois. Comme Marta, des centaines de familles comptent sur cette aide financière perçue en partie en REC pour joindre les deux bouts. Une monnaie virtuelle à dépenser dans des commerces partenaires. C'est le cas de ce magasin bio. Depuis un an, Cristina Soria accepte les paiements en REC. Dans les quartiers populaires, c'est difficile pour nous les petits commerçants. La REC est donc une solution pour que l'argent qui entre dans le quartier y reste et ne parte pas vers les grandes surfaces ou en dehors. C'est une très bonne idée pour aider notre commerce de proximité.
En un an et grâce au REC, Christina a enregistré une augmentation de 5% de son chiffre d'affaires. Impulsée par la mère citoyenne, la REC est la première monnaie sociale à s'implanter dans une ville aussi grande que Barcelone. Álvaro Porro est adjoint à l'économie sociale. Il a participé à la mise en place de la REC, une des promesses de campagne de la maire. La mairie de Barcelone voulait utiliser de nouveaux outils sociaux pour améliorer la vie des habitants. Bien souvent, on parle d'innovation technologique, mais on oublie que l'innovation peut venir d'autres branches, comme celle des politiques publiques, de l'organisation sociale. L'innovation doit profiter à toutes les classes de la société. Sur le terrain, Martí Oliveira est le coordinateur de la REC. Il vérifie la bonne circulation de la monnaie et son impact sur la vie des quartiers. Et comment ça se passe avec la REC ? Très bien. Ça marche très bien. C'est utile pour nous. Cela permet à l'argent de circuler dans tout le quartier. La mairie a injecté plus de 700 000 € de dépenses publiques et a convaincu plus de 200 commerçants de jouer le jeu. La REC permet aux usagers de se sentir membres d'une même communauté. En recevant et en dépensant cette monnaie, chacun participe au développement des projets pour son quartier. Après un an de fonctionnement dans 10 quartiers barcelonais, la mairie aimerait pouvoir étendre sa monnaie sociale à l'ensemble de la ville. Sandrine, je crois savoir que la mairie de Barcelone veut aller encore plus loin avec d'autres projets dans le même genre d'ailleurs. Hein. Oui, notamment la lumière. Pour faire un bref rappel, Laurent, la maire de Barcelone, Ada Colau, est une ancienne militante citoyenne, une activiste, soutenue par le parti Podemos de la gauche radicale. Donc l'an dernier, elle a annoncé très fièrement que Barcelone avait repris le contrôle de son énergie en créant sa propre compagnie d'électricité. Un pied de nez au monopole de la toute-puissante Endesa, qui est la compagnie historique en Espagne. Car on le sait peu, Laurent, mais figurez-vous que l'électricité ici enflamme les factures des Espagnols. C'est une des plus chères d'Europe. Donc la précarité énergétique est devenue un problème social majeur en Espagne ces dernières années. Pourquoi tous ces projets ? Parce que le pouvoir d'achat des Espagnols a beaucoup baissé justement ces dernières années ? Oui, c'est le cas. Ici, les Espagnols doivent se débrouiller avec un salaire moyen de 1 600 € par mois. C'est presque 18% de moins que la moyenne de l'Union européenne. Et comme vous le dites, le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer. Et ce, partout dans les régions, ici en Catalogne bien sûr, mais partout dans toutes les régions espagnoles. La seule bulle d'oxygène, on va dire que c'est l'augmentation du salaire minimum. Depuis janvier, le SMIC espagnol est passé de 850 € à 1 050 € par mois. C'est l'augmentation la plus forte depuis 40 ans. Il faut dire qu'avant, c'était aussi l'un des plus bas de la zone euro. Une mesure pour lutter contre les inégalités qui n'ont fait qu'exploser depuis la crise. Imaginez-vous que le nombre de super riches a triplé justement depuis 10 ans. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses, Sandrine, et à bientôt. Vous revenez quand vous voulez, puisque Télématin, c'est chez vous. Allez, il est l'heure de faire une petite pause numérique avec Julia Livage, qui va nous rejoindre. Ces dernières années, en effet, le pouvoir d'achat a été quelque peu chamboulé par l'arrivée, ma chère Julia, du fameux e-commerce. Exactement, et il existe une très forte corrélation entre les deux, vous allez voir. Lorsqu'on regarde de plus près le pouvoir d'achat des Français, ce sont les dépenses des transports et des voyages qui contribuent le plus à la hausse de consommation. Eh bien, c'est sur Internet que ça se passe. C'est le 3e secteur du e-commerce. Et les internautes vont aller sur des sites comme Booking, Airbnb ou encore Voyage Privé. Viennent ensuite les dépenses d'hébergement, de restauration, de culture et de loisirs. Et là encore, Laurent, les produits culturels, c'est sur Internet qu'on les achète. Concernant le pouvoir d'achat, ce qui intéresse les Français aujourd'hui, c'est dépenser moins. C'est leur première priorité. Et encore une fois, c'est sur la toile que ça se passe, avec les comparateurs de prix, la vente groupée, le troc, les enchères et les ventes privées. Ce sont des modes de faire, des façons de faire, des processus qui n'existent que sur la toile. 2019, c'est vraiment la confirmation que l'e-commerce a totalement modifié notre pouvoir d'achat. On fait nos achats sur Internet, on se fait livrer, on demande les avis des autres consommateurs. Tout ça, ça a changé l'évolution des technologies et ça représente un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards d'euros. Ça, c'est le chiffre d'affaires sur le e-commerce. Et notre façon, justement, de consommer en ligne a dû changer. Exactement. Les deux grandes nouveautés, c'est d'abord le commerce sur le mobile. On achète beaucoup moins sur ordinateur maintenant que via nos téléphones portables. 35% du volume des affaires est fait sur le mobile aujourd'hui. Il faut savoir que c'est évidemment un phénomène très présent pour les moins de 40 ans.
Deuxième tendance très importante, l'opulence d'objets. La consommation n'est plus une démarche que les consommateurs adoptent. Ils veulent acheter moins, de meilleure qualité. Ils veulent consommer équitable, bon pour l'environnement. Et ils veulent aussi une fabrication éthique. Made in France, sur des sites comme Buy Français, fabriquehexagonale.com, toutes sortes de sites qu'on va trouver évidemment sur Internet. Merci beaucoup Julia, et surtout restez en ligne, ça vous va si bien. Pour la prochaine escale, nous partons à Hong Kong, qui détiendrait un triste record. Bonjour Justine, la ville Made in China serait la plus inégalitaire au monde? Difficile quand même pour les moins riches de s'en sortir au quotidien, si j'ai bien compris. Hein. Bonjour Laurent, depuis 2 ans, Hong Kong a la palme, c'est la ville la plus chère au monde. Et vous l'avez dit, c'est aussi la ville où les inégalités sont les plus criantes. Les revenus des 10% les plus riches sont 44 fois supérieurs à ceux des 10% les plus pauvres. À Hong Kong, il n'est pas rare de croiser des Hongkongaises en Louboutin avec des sacs Dior. Il y a des boutiques de luxe partout, il y a des Tesla à tous les coins de rue. Et à côté de ça, 20% de la population est considérée comme pauvre, c'est-à-dire qu'elle gagne moins de 440 € par mois. Alors pourquoi? Eh bien, tout d'abord à cause d'un salaire minimum dérisoire, c'est 4 € de l'heure. Mais le gros point noir à Hong Kong, c'est le coût de l'immobilier. Voilà ce que ça fait de vivre dans 5 mètres carrés. Regardez ce reportage réalisé avec Arnaud Miguet et Gaël Caron. Derrière ces gratte-ciel qui scintillent et ces boutiques de luxe, Hong Kong est l'une des villes où les inégalités sont les plus extrêmes au monde. À la racine du problème, le logement. Ici, le mètre carré se vend 25 000 € en moyenne. Lingse, jeune maman, habite dans ce 7 mètres carrés. Pas de fenêtre, les toilettes font office de cuisine. Appartement placard à la limite de la salubrité à 510 € par mois. La jeune femme ne touche que 800 € de salaire. Ça me rend malade de vivre ici. Ma fille n'a pas de place. Quand je pense qu'elle grandit dans ce KGB, ici c'est tellement déprimant qu'on est obligé de sortir tout le temps. On ne peut vraiment pas rester là. Alors jusqu'à tard dans la nuit, tous les soirs avec sa fille Maylin, 2 ans et demi, elle vient ici au McDonald's pour manger et surtout pour jouer. On passe avec ma fille près de 4 heures ici tous les jours. C'est un peu notre salon. En vrai, il y a beaucoup plus d'espace et elle peut bouger. Pas comme chez nous. Dans ces McDonald's ouverts 24 heures sur 24, certains Hongkongais viennent même dormir. On les appelle les Mac-réfugiés, les réfugiés du McDonald's. Ce soir, dans ce seul établissement, sur ces épaisses banquettes, une trentaine de dormeurs. C'est super confortable. Je dors mieux ici que chez moi. Je viens parfois dormir ici. Personne ne vient vous poser de questions. Personne ne vient vous embêter. Et surtout, personne ne vient vous demander de partir. Dans la ville, chaque soir, il serait plus de 300 à tomber dans les bras de Morphée. Avec la tolérance du personnel qui ferme les yeux. Il y a des SDF, mais surtout des gens qui ont des problèmes familiaux, qui ne veulent pas rentrer chez eux. Spéculation, manque de place, les prix de l'immobilier ont flambé de 137% depuis la crise de 2008. Les loyers engloutissent plus d'un tiers du budget des ménages défavorisés, au pouvoir d'achat toujours plus bas. Pour se loger, il y a ceux qui envahissent les toits dans des logements illégaux et d'autres qui s'entassent dans ce que l'on appelle des appartements cages. 220 € pour un lit simple, dans ce 60 mètres carrés que se partagent 20 personnes. Le gouvernement doit faire plus. On en a besoin pour construire des logements sociaux. Aujourd'hui, il y a 500 000 personnes qui attendent. Elles doivent attendre combien de temps? 20 ans? 30 ans? L'avenir du logement sur ce territoire saturé se trouve peut-être dans ce tuyau de béton. Ça, c'est notre pod, une nouvelle sorte d'habitation aménagée dans ces tuyaux d'égout. Regardez. 2,50 m de diamètre, transformé en 9 mètres carrés habitables. Avec toilette et douche, il y a le Wi-Fi et la climatisation, une mini-cuisine et ce salon qui se transforme en chambre à coucher en un clin d'œil. Pour l'heure, ce n'est encore qu'un projet, le prix 10 fois moins cher que dans un immeuble classique, entre 100 et 300 € selon le quartier, où ces nanologements peuvent s'empiler et combler des espaces vides.
Cela peut choquer les gens de savoir qu'on vit dans des tuyaux d'égout. Mais nous sommes au XXIe siècle. Le monde change et il y a de plus en plus de gens qui vont devoir vivre dans des logements de nouveaux types. Aujourd'hui, dans la ville la plus chère au monde, 250 000 personnes vivent encore dans des micro-logements. Incroyable, vous venez de le dire, 25 000 € le prix du mètre carré. À Paris, on vient de dépasser seulement la barre des 10 000 et on trouve ça très cher. Comment les Hongkongais font-ils pour se loger avec ces prix exorbitants, mirobolants ? Eh bien, Laurence, c'est le système D, la débrouille. Il y a des quarantenaires qui vivent encore chez leurs parents. On a aussi rencontré un couple qui nous a dit qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre ensemble. Alors, ils ont des appartements minuscules, séparés. Et les seules fois où ils dorment dans le même lit, eh bien, c'est quand ils partent en vacances. Mais les vacances à Hong Kong, c'est seulement 12 jours par an. Et c'est tout ce contexte qui alimente les manifestations qui durent à Hong Kong depuis 4 mois. C'est une crise démocratique, mais aussi une crise sociale. Il y a dans les rangs des manifestants des classes populaires, des classes moyennes qui sont fatiguées et qui sont aussi en colère de vivre moins bien que la génération de leurs parents, alors que de l'autre côté de la frontière, en Chine continentale, eh bien, c'est plutôt l'inverse. Est-ce que le gouvernement essaye au moins de lutter contre cette crise du logement ? Alors l'action principale du gouvernement, eh bien, c'est de construire des logements sociaux. Aujourd'hui, il y a 50% quasiment de la population de Hong Kong qui habite dans des HLM, mais ce n'est certainement pas assez, comme vous l'avez vu dans le reportage. Et puis, loger la population, ça n'a pas toujours été la priorité. Là-bas, le territoire hongkongais appartient à 7 gros conglomérats de l'immobilier et ces sociétés richissimes ont préféré construire des centres commerciaux de luxe plutôt que des HLM. Comme le disait Thomas Piketty, Hong Kong, c'est sans doute le seul pays au monde à avoir accentué ces inégalités après avoir rejoint un régime communiste. Ah ben dites donc, qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Merci beaucoup, Justine, et à très bientôt. Retour chez nous, justement, à présent, avec Isabelle Martinet, qui va nous rejoindre. On va s'intéresser avec elle au pouvoir d'achat des Français. C'est un sujet plutôt épineux. À tort, au fait, ou à raison ? Oh, vous savez, Laurent, le pouvoir d'achat, c'est un peu comme la température extérieure. C'est-à-dire qu'il y a le relevé officiel et puis il y a le ressenti. Et ça peut changer. La température qui rend malade parfois. C'est ça. Et ça peut changer la perception des choses. Alors, côté officiel, on a le gouverneur de la Banque de France qui a annoncé en avril une hausse de 2% du pouvoir d'achat par habitant cette année. Et puis, parallèlement, côté ressenti, on a un sondage de 2018 qui révèle que 66% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a baissé. Et comment ça s'explique ? Alors, il y a plusieurs raisons, selon l'INSEE. La première, c'est que les dépenses liées au logement sont passées de 13% en 1960 à près de 30% en 2016. Alors, ces dépenses, ce sont bien sûr le loyer ou les charges, mais ce sont aussi les abonnements, les équipements liés à la téléphonie ou à Internet. Et puis, il faut aussi compter avec des frais de transport plus élevés, parce qu'on vit plus loin de son lieu de travail qu'autrefois. Et puis, n'oublions pas que la part de loisirs a progressé, c'est une bonne nouvelle quand même, dans nos modes de vie. Ouais, ce qui fait que dans les foyers, il y a un budget moindre, je dirais, il y a moins d'argent pour les dépenses du quotidien, on est d'accord ? Et on vit un petit peu moins bien la valse des étiquettes, du type plus 10% sur l'énergie en un an. Et puis enfin, comme dit l'économiste Philippe Moati, le pouvoir d'achat, c'est aussi ce qu'on peut acheter pour se faire plaisir dans une société qui est douée dans l'art d'activer le désir. Et là, on fait un peu avec ce qui reste. Et généralement, le plus souvent, c'est pas grand-chose. Donc forcément, ce sentiment de frustration engendre la perception d'une baisse du pouvoir d'achat. Pourtant, il progresse, mais moins vite que nos besoins. C'est le problème. Et vous pensez, Isabelle, que les mesures du gouvernement vont justement pouvoir combler ces frustrations dont vous parliez ? Écoutez, espérons-le en tous les cas, parce qu'il s'agit quand même d'une enveloppe de 10 milliards d'euros, notamment pour augmenter la prime d'activité qui concerne quand même 5 millions de salariés. On a aussi des heures supplémentaires qui seront défiscalisées, exonérées de charges sociales. Pas de hausse de CSG pour les retraités touchant moins de 2 000 € par mois. Et puis n'oublions pas la suppression progressive de la taxe d'habitation. Et ce pouvoir d'achat, il progresse de façon homogène partout en France ? Ça, c'est très difficile à dire parce que justement, il y a des disparités. Le bon exemple, c'est l'Île-de-France, reconnue pour disposer d'un revenu brut par habitant plus élevé qu'ailleurs. Seulement, voilà, les loyers sont 48% plus chers et les prix plus de 6% plus élevés qu'ailleurs. Alors, je ne sais pas répondre. Est-ce que vous avez au moins la recette pour améliorer le pouvoir d'achat ? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, il faut dépenser moins sans se priver.
Pas mal ça. Comment on fait? Comment on fait? Eh bien, par exemple, on peut se souvenir que pour un service équivalent, on peut toujours renégocier un contrat d'assurance ou des intérêts d'emprunt immobilier. On peut aussi consommer autrement. Par exemple, eh bien, favoriser des achats groupés, ça réduit les coûts à l'unité. Ou alors choisir des produits reconditionnés qui sont beaucoup moins chers et tout aussi performants. Je pense évidemment, entre autres, au portable qui est devenu un bien d'équipement de base dans notre quotidien. Bref, il faut garder le moral, quoi. Oui, Laurent, gardons le moral. Même si c'est vrai que les prix qui montent sont un petit peu plus durs à supporter que ceux qui baissent, il n'empêche que les études révèlent que le pouvoir d'achat des Français se situe au-dessus de la moyenne européenne. C'est une bonne nouvelle, c'est toujours ça. C'est gratuit, vous l'avez bien mérité. Un pot de miel. Et Voilà, pardon pour ma voix, et un pot de miel entier. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Alors, notre périple s'achève maintenant dans la région du Golfe Persique, comme promis, là où se concentrent les pays les plus riches au monde. Bonjour Sylvain. Il n'y a pas que le pétrole qui coule à flot là-bas, hein, l'argent aussi, mais ça n'a pas toujours été le cas, je veux dire. Bonjour Laurent, en effet le changement a été brutal. Imaginez qu'il y a seulement 70 ans, les pays du Golfe ne connaissaient ni l'eau courante ni l'électricité. À l'époque, les habitants étaient de simples éleveurs, des pêcheurs ou de petits commerçants, mais tout cela a changé avec la découverte des hydrocarbures et l'apparition de la rente pétrolière. Aujourd'hui, le Qatar, le Koweït ou les Émirats arabes unis sont parmi les pays les plus riches au monde par habitant, avec un pouvoir d'achat quasi illimité. Reportage réalisé avec Sophie Guignon et Miyuki Drose. Koweït City, Abu Dhabi, ou comme ici Doha, les capitales du Golfe ont vu pousser en plein désert les gratte-ciel, les centres commerciaux et les circuits de course automobile. Sur cette piste, réservée pour 20 000 € la soirée, la jeunesse dorée de Doha s'est donné rendez-vous. Tous viennent de familles devenues millionnaires, voire milliardaires, en seulement une génération. Dans la région, où l'essence coûte moins cher que l'eau, les sports mécaniques font partie des passe-temps favoris. Elle fait plus de 510 chevaux. Ça va être marrant de voir ce qu'elle vaut en course. Cette McLaren coûte plus de 200 000 €. Elle fait partie de la collection de voitures de luxe de Mohamed Al Rayat, le benjamin d'une grande famille de promoteurs immobiliers. Ces pneus peuvent encore faire 5 ou 6 tours. Chaque pneu coûte entre 400 et 700 €. Il faut dépenser beaucoup parce que ça coûte cher de pratiquer et de s'entraîner. Il faut faire des stages à l'étranger pour s'améliorer. On jette beaucoup d'argent par la fenêtre. Les pays du Golfe sont devenus des sociétés de loisirs, où les objets de luxe occupent les principaux postes de dépenses. Les monarchies pétrolières ont redistribué les richesses et poussé l'État-providence à son paroxysme. Eau, éducation, santé, logement, électricité, tout est subventionné. Fils de pêcheur, Saïd Abou Daïf est né il y a 59 ans, dans la plus grande pauvreté. Plus à droite. Jamais cet émirien n'aurait imaginé posséder un bateau, juste pour s'amuser le week-end. Ça fait 7 ou 8 ans que je me suis mis au surf, au kitesurf et au wakeboard. Saïd travaille depuis bientôt 4 décennies pour la compagnie pétrolière de l'Émirat d'Abu Dhabi. Une période qui a vu ses conditions de vie et de travail être bouleversées par l'argent du pétrole. Avant, ici, il n'y avait rien. Quand on était jeune, on habitait des maisons d'un étage. Et déjà, ça nous paraissait haut. Maintenant, je travaille au 55e étage d'un immeuble. Ça, c'est vraiment haut. Saïd fait partie de la dernière génération qui a grandi sous une tente sans climatisation. Désormais, il vit dans cette grande villa avec sa femme et ses 5 enfants qu'il emmène régulièrement dans le désert. Car Saïd craint que cette vie trop facile ne leur fasse oublier leurs origines. Mais comment vous faisiez avant les voitures? Eh bien avant, on se déplaçait en chameau. Aujourd'hui, ce sera découverte de la chasse aux faucons. Une première pour le petit Daïf, plus habitué à jouer aux jeux vidéo. Allez, viens, n'aie pas peur. Mets ta main comme ça. Paradoxe de ce développement effréné. Même cette pratique ancestrale est devenue un loisir de luxe. Désormais, les faucons s'achètent plusieurs milliers,
voire dizaines de milliers d'euros, en fonction de leur rareté. Ah oui, c'est comme les faucons, ça peut faire peur. Merci, très étonnant. Merci beaucoup Sylvain et à bientôt évidemment. Madame, monsieur, c'est la fin des comptes. Merci à nos 4 correspondants pour ces reportages en or. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi à 6h30 et je compte sur vous, bien sûr. D'ici là, vous passez toutes et tous un excellent week-end.